Le système. Il a changé, il s'est consumé, mais il semble refuser d'entrer dans une nouvelle ère. Celle de l'égalité pour tous, celle de la justice et du progrès. Ce système regorge d'héros et d'héroïnes du quotidien qui, dans l'ombre, font souvent des miracles. Ce sont bien souvent des victimes de violences policières ou des militants œuvrant pour plus de droits et moins d'injustice. Derrière ces combats se cachent des âmes brisées, esseulées. Alors je vous propose un nouveau système, celui de femmes, sisters, et d'hommes qui souhaitent que l'amour revienne au cœur du système. Alors à vos casques pour plus de liberté, d'égalité et de spiritualité. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série spéciale Art Alentour, qui met en lumière des talents uniques et des initiatives inspirantes en lien avec la boutique culturelle. Événement incontournable qui se tiendra du 20 au 22 décembre 2024 aux 3 rues du Pas de la Mule dans le 4e arrondissement de Paris. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Ousmane, créatrice de la marque Geek et Main, une entreprise qui ne se contente pas de fabriquer du beurre de karité de grande qualité, elle est aussi un puissant lien entre les continents. Originaire de Guinée, Ousmane travaille main dans la main avec des femmes afrodescendantes, dans un réseau de solidarité entre l'Afrique, la Guyane et le reste du monde. Dans cet épisode, elle nous partage son parcours, sa vision et l'histoire de Geek et Main. Une histoire qui célèbre l'engagement, la transmission et le pouvoir de se reconnecter à ses racines à travers des produits naturels et porteurs de sens. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer par cet échange riche en humanité et en résilience. Excellente écoute. Bonjour Ousmane, comment vas-tu ? Ça va très bien et toi? Eh ben, très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce deuxième épisode de la deuxième saison de Système. Et merci pour cet épisode spécial Art Alentour, puisque on fait une série d'épisodes en ce moment. Et donc, ce que toi, tu es la fondatrice de la marque JK Main. Alors d'ailleurs, on dit Mmh. JK Main ou JK Main? Alors on dit Geek et main. Effectivement, je l'ai écrit en français, mais ça vient du mot peul, geek et main. On le dit Ouais. comme ça en peul. Mais j'ai fait un jeu de mots avec main, tout simplement parce que tous les produits que je propose sont faits entièrement à la main. Geek et main. Donc geeké veut dire vraiment confiance, fiabilité. Quand on dit une personne qui a du geeké, c'est Oui. quelqu'un en qui on a totalement confiance. Et geek et main, c'est un peu comme si on faisait le pluriel. Donc, c'est D'accord. l'idée d'ensemble, le geeké, mais mutuel. Ah, c'est pas mal ça, c'est ce qu'on dirait en créole l'équivalent du «il y en a l'autre» quoi. Ah, exactement. C'est génial ça. Alors, Ouais. justement, tu nous as donné le nom, l'origine du nom de ta marque, mais est-ce Mhm. que tu peux nous raconter ton histoire, et qu'est-ce qui t'a poussé aussi à créer cette marque? Complètement. J'ai envie de dire que ma marque est née à travers mes voyages, mais surtout le voyage qui a le plus marqué ma vie et qui fait la suite de ma vie et qui me construit encore, c'est mon premier voyage en Guyane. Quand j'ai découvert l'Afrique. OK, je Waouh! suis africaine, je suis née en Afrique. En fait, la rencontre avec les Africains de la Guyane m'a permis de me reconnecter à cette partie-là que j'avais un peu éludée avec l'environnement européen, là où j'ai grandi depuis la tendre enfance. Et là, ça m'a permis vraiment de retrouver la joie de vivre. J'ai pas perdu, mais en tout cas, de l'exprimer pleinement et qu'elle soit bien reçue et qu'elle résonne avec d'autres personnes. J'ai envie de dire, je me suis reconnectée à l'Afrique en Guyane, effectivement. Et après, cette année-là où j'étais partie pour travailler sur un poste ponctuellement, en fait, j'ai pu enfin rentrer chez moi pour m'y installer. Et la première chose que j'avais envie de faire en rentrant en Afrique, c'était d'apprendre à faire le beurre de karité. Ouais. Et comme avant d'aller en Afrique, avant et surtout avant d'aller en Guyane, j'avais rencontré un gars qui joue de la kora, parce que je voulais apprendre la kora. Il faut savoir que la kora,
L'élément principal, c'est la calebasse qu'on retrouve sur ma marque. Et c'est ce monsieur-là qui m'avait expliqué toute la symbolique de la calebasse et tous les rituels qu'on fait avec la Cora pour la fécondité, la féminité, etc. Et du coup, le jour où je suis rentrée en Guinée, en fait, il m'avait dit, le jour où tu arrives là-bas, appelle-moi, je vais te mettre en relation avec mes gens parce que, en fait, là d'où je viens, il y a plein de karité. Et moi, toute ma vie, ma grand-mère, elle faisait le karité. Là où poussaient les karités, on avait les arachides. Du coup, quand je mangeais les arachides, elle faisait du karité. C'est un travail d'équipe. Exactement. Mais c'était aussi le début. Non, mais Restez bien c'est dans l'épisode, tu vas nous raconter aussi l'importance des femmes aussi dans ton projet. complètement. Oui, non, mais finalement, Dikemin, c'est vraiment ça. Maintenant, je le vois, ça fait 3 4 ans que je suis sur le projet, 1 an que la marque est née. Mais en fait, ça a vraiment été au fur et à mesure des rencontres que les idées se sont construites, comme si c'était pierre après pierre. Et pour ça, franchement, je le remercie juste Dieu, l'univers, les bonnes énergies et les bonnes ondes qui arrivent à te remettre sur ton chemin pour que tu retrouves ta voie, même si tu es égaré à un moment donné. Et quand tu es sur cette voie-là, c'est comme si toutes les pièces du puzzle venaient s'imbriquer pour que enfin ça donne quelque chose de concret. Et ça, c'est vraiment beau dans le chemin de l'entrepreneuriat, je pense que Oui, beaucoup de gens doivent le vivre et ça fait du bien. ouais, c'est important Donc, ce que je tu sais dis. pas. Après, je peux être éparpillée, donc je sais pas si je suis allée au bout de la réponse Et c'est une, à une ta très, question. une très très belle réponse puisque tu donnes aussi ce conseil parfois on est perdu quand on est entrepreneur, surtout quand on Mhm. entreprend seul. Bon, Mhm. ben, on baisse les bras, on se dit j'arrête, j'en vois pas le bout. Mhm. Et c'est bien cette philosophie que tu partages de dire que parfois on n'est pas sur le chemin, mais on est obligé de passer par ces moments Mhm. de doute en fait pour Mhm. apprendre à se questionner aussi. Complètement. Non, mais c'est Ouais. c'est génial. Très bonne réponse. Alors, dis-moi, comment ton... Alors, tu es guinéenne. Donc, comment ton identité guinéenne et ta connexion avec la Guyane Mhm. influencent-elles ton approche dans la création et la valorisation de tes produits? Ce que tu... Alors, Hmm. oui, bien sûr. Oui. Pour moi, souvent, quand on me demande d'où tu viens, parfois je dis de la Guyane, parfois dis de la Guinée, parce que tout simplement, en fait, certaines parties de la Guyane, j'ai tellement retrouvé mon enfance là-bas que j'ai du mal à parfois dire oui, je suis que guinéenne, ou en tout cas que la Guyane n'est pas guinéenne. Je ne sais pas dans quel sens, mais en tout cas, je me sens vraiment on va dire africaine. Et de plus en plus, je remarque que être africain ne s'arrête pas au continent. En fait, quand moi, je rentre, par exemple, en vacances ou maintenant que j'y vis en Guinée, quand j'y suis là-bas, au centre-ville, je retrouve moins l'Afrique que quand j'arrive dans un village en Guyane avec des Bushinengués qui ont gardé la culture et toutes les traditions que j'ai vues dans mon enfance et où j'arrive plus à me reconnecter à mon africanité que en ville en Afrique. J'ai envie de dire, en fait, l'Afrique, heureusement, les Africains qui sont partis du continent ont gardé ce bout d'Afrique et parfois ils l'ont préservé mieux que ceux du continent. Et du coup, je me sens entièrement africaine et c'est pour ça que souvent je vais aller dans des lieux où il y a des Africains parce que je m'y retrouve et je m'attache plus à un lieu en particulier. Bien que c'est plus simple, bah voilà, de vivre chez soi. Là, je parle la langue. Oui, tu voulais dire quelque Ouais. chose, Non, Karine? non, je t'écoute, je rigolais. Et du coup, en parlant de ça, en fait, ça me rappelle une anecdote. Le dernier voyage que j'ai fait, je suis passée dans un village au Suriname. Et quand je suis arrivée, au début, bah, ils parlent Bushinengue, mais ce qui est très marrant, ce que j'ai remarqué depuis toujours, en fait, des fois, je peux comprendre des langues, même si je comprends aucun mot, comme je suis très sensible aux énergies et aux gens. Si tu me parles, même ça m'est arrivé de rencontrer des Arabes, ils vont dire quelque chose, je vais comprendre alors que je ne comprends pas l'arabe. Et, alors quand j'arrive encore avec des peuples africains qui ont gardé les mêmes codes que moi, mais c'est tellement fluide que en fait, dans ce village-là, je suis arrivée le premier jour, on va dire dans les premières heures, tout le monde s'est présenté à moi avec un nom assez européanisé, etc. Et en fait, au bout de quelques heures, ils sont venus me dire leur nom africain parce que justement, ils ont cette façon de préserver leur culture à travers même leur nom. Mais Waouh. c'est pas quelque chose qu'ils vont délivrer à tout le monde. Mais si tu arrives et qu'ils se reconnaissent en toi, ils vont te dire leur vrai nom. Et ça m'avait tellement touchée.
Et tout ça pour te dire que des fois, oui, on parle pas la même langue, mais la langue du cœur, elle est là. Et en fait, quand on a le cœur et qu'on se sent connecté aux gens, ils le ressentent et ils nous donnent tellement en retour que des fois, je me dis, je me sens bénie en fait Ouais, je comprends. d'avoir cette chance ouais, de Ouais. vivre toutes ces expériences. Non, c'est beau ce que tu dis, hein. C'est la connexion du cœur, en fait. C'est comme Ouais. si ils te donnent accès à en donnant leur nom africain, ils te donnent Mm. accès à un monde magique, féerique, le vrai monde, en Ouais, fait. J'ai l'impression que c'est comme, c'est comme un conte finalement, mais qui est ouais. réel et je trouve ça bien de préserver les choses, même par le nom, parce que ça prouve qu'ils arrivent à vivre dans un pays qui est peut-être occidentalisé, mais Mhm. garder aussi, l'intimité de leur propre culture. Mais c'est Non, mais génial. c'est hallucinant. Moi, franchement, j'ai envie de dire à tous les afro-descendants, ceux qui sont nés en Europe, pas en Europe, à un moment donné, si vous cherchez votre histoire et que vous avez peur de rentrer chez vous, donc votre pays d'origine, et dans un autre pays où il y a des Africains, parfois nous ramènent plus à nous-mêmes que même dans notre pays où les autres ont des attentes. On attend qu'on se comporte d'une certaine manière parce qu'on est censé connaître tous nos codes alors que parfois on les a plus. Mais par contre, il y a moins de jugement dans une région autre que notre région d'origine, mais avec des Africains tout simplement. D'accord, ouais, c'est effectivement. Parce que c'est vrai que parfois ça me fait penser aussi aux Antillais, ben, qui quittent, peut-être la Guadeloupe, la Martinique ou même les Mhm, Guyanais, hein, mhm, pour l'Europe. En fait, pour se sentir parfois plus guadeloupéen ou plus guyanais, bah, mhm, c'est en arrivant dans un environnement aussi où tu as plus accès à ta mhm. culture de façon directe, que tu te rends compte de la valeur de ce que tu as entre les mains et c'est ce qui te fait grandir aussi. Donc ouais, je Ah comprends oui, parfaitement ce que tu complètement. dis. Ça me parle. D'accord, bah, super. Donc déjà, on a appris beaucoup, beaucoup de choses. Donc ça, c'est génial. Alors, tu travailles en collaboration avec des femmes afrodescendantes. Donc c'est pour Mhm, ça que je disais tout à l'heure, écoutez bien le podcast parce que ça m'a tout de suite fait tilt avec bah, le travail que tu faisais avec ta grand-mère. Donc du coup, mhm. quels sont les impacts concrets de cette démarche bah, sur ta vie, sur la vie de ces femmes également, et comment ça se déploie aussi à travers les communautés? Alors, d'une part, j'ai envie de dire que moi, j'étais venue pour recevoir, dans le sens où, voilà, le projet est né au fur et à mesure, dans le sens où je suis arrivée, je voulais juste apprendre à faire du karité. Et finalement, le fait que ces femmes-là, qu'on ait vécu en intimité, puis que chacune délivre un peu ses faiblesses, ses limites, dans le sens où moi, j'avais besoin de me reconnecter à, voilà, quelque chose que je n'ai peut-être pas connu, ou en tout cas, avoir un peu de transmission de la part des enfants. Là, en fait, finalement, elles me délivrent que malgré tout leur savoir-faire, mais en fait, qu'on ne perpétue plus toutes ces traditions-là. Par exemple, moi, le premier village dans lequel j'ai commencé à faire de karité, en fait, il faut savoir que tout simplement, donc le contact que j'ai eu, il avait sa femme qui a peut-être une génération plus que moi, qui savait faire, mais elle en avait fait quelques. Mais dans ce village même, on a découvert deux autres femmes, des anciennes, qui avaient vraiment la connaissance, mais qui l'ont transmis à personne de leur famille, Ah, parce que personne ne s'intéresse plus à travailler ardument et à ne rien gagner derrière. ah Et oui. c'est là que j'ai compris que malgré tout l'engouement autour du karité en Occident et tout le tralala, en fait, les personnes à l'origine de ce savoir-faire-là et de cette production-là n'y gagnent rien. Et je me suis dit, bon, maintenant, sachant ça, est-ce que je peux rentrer chez moi tranquillou, dormir et rien faire? Non. Je me sentais en fait impliquée dans le projet. On me transmet, mais moi aussi, ma part, c'est peut-être de participer à la commercialisation, mais une commercialisation plus juste. Donc, on fabrique ensemble. Et moi, en fait, dès que je suis arrivée, je leur ai dit, non, mais hors de question que vous gagnez ça au kilo. Vous savez ce qu'on va faire? Tous les kilos qu'on va produire, on va se payer 5 fois plus. Sauf qu'à ce moment-là, ben, je n'ai même pas commencé à vendre. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Mais j'étais persuadée que il est hors de question de travailler pour ça et que c'est pour ça que plus personne n'y s'intéresse. Et je voyais, voilà, le pendant de ça, c'est que si aucun Africain
ne s'occupe de karité et qu'on ne se transfère plus et que ça a de plus en plus de notoriété, comme on peut le voir dans tous les produits, même industriels, où il va y avoir une allégation au karité. En fait, dans quelques années, c'est qui aura le monopole du karité? Certainement pas les Africains. Ouais. Et en fait, moi, je me suis donné cette mission-là. Après, il faut savoir que moi, c'est vrai que j'ai toujours besoin d'avoir une grande mission pour agir. Je suis comme ça. T'inquiète, moi aussi. Donc là, c'était tout tombé. Ah, mais formidable. Vous savez quoi? On va se payer 5 fois plus et je suis sûre qu'on va trouver les clients. Donc, je suis encore sur ce chemin-là et qui me fait grandir, qui me fait vivre des expériences tellement folles que je ne regrette pas du tout. Pour l'instant, le pari n'est pas totalement gagné. Je suis encore là-dessus, mais j'y crois. Oui, et puis le pari est en passe d'être gagné. En fait, c'est un cheminement. Moi, quand je t'écoute, Complètement, j'entends un voyage et une mission aussi de perpétuer les traditions et ne pas complètement. se faire flouer sur faire en sorte que les traditions ne deviennent pas des effets de mode non plus. Exactement. Ouais. Non, non, moi, c'était vraiment l'idée. Du coup, là, sur la partie d'Ikema, donc on a la dimension effective valorisation au juste prix, tout simplement parce que on veut vendre nous-mêmes et plus passer par des intermédiaires. Mais au-delà de ça, il y a une grosse partie. Après, on va pas dévoiler toutes les lignes du futur projet. Mais il y a une grande partie qui sera liée au pont entre les afrodescendantes, à la transmission, même avec les femmes qui sont présentes et qui sont intéressées par les savoir-faire ancestraux que nous sommes parfois en train de perdre. Du coup, moi, c'est vrai que le projet, il est tellement vaste que des fois, je me dis, bon, j'espère qu'au bon moment, je vais rencontrer les bonnes personnes qui vont aussi avoir les mêmes missions et qu'on pourra créer des synergies pour que vraiment il y ait de l'ampleur dans le projet. Oui, l'idée, c'est ça, c'est vraiment voilà, avoir un pouvoir économique plus étendu pour pouvoir perpétuer nos traditions. Oui, Puis au-delà de ça, c'est aussi faire le lien entre toutes ces femmes, qu'elles soient dans un continent ou d'un autre, pour qu'elles se réalisent qu'en fait, ce qu'elles ont perpétué, il y a d'autres femmes dans le monde qui le font de la même manière et parfois qui sont confrontées aux mêmes problématiques. Enfin, je trouve ça c'est tellement valorisé. rempli d'émotions, en fait, quand on se réalise que peu importe la distance, le temps, on a gardé le même savoir-faire, qu'on a préservé ça. Je trouve ça, c'est une richesse qu'il faut que chaque génération voilà, prenne conscience et agisse le mieux possible, hein. Exact, exact, et ça permet aussi d'être fier. Il y a de quoi être fier, en fait, avoir Ah oui, maintenu, complètement. préservé, protégé tout ça, Mm, alors mm. qu'on essaye de nous faire croire, c'est Nicolas Sarkozy qui avait dit au cours d'un discours que l'Afrique n'avait rien inventé. Alors, Non, l'Occident est en train de copier tous les savoir-faire non, mais euh, de Non, mais Camara. complètement, complètement. Euh, Moi, je suis dans la santé, tu sais, tout mon cursus était en santé et santé publique, non, vers la fin, qui m'a beaucoup passionnée. Et c'est dans tu vois, bambou oui, goal, nous, on dit bambou, mais avec oui, le pagne, tu sais, tu attaches ton bébé, tu es ouais, libre. Je veux dire, quelle population ne copie pas ça, à part les populations qui ont eu la même idée? Tout c'est le vrai. monde copie ce système-là. Et ça n'en finit pas, des inventions que les Africains ont mis en place, ensuite qui sont valorisées par d'autres personnes au point où ils ne redonnent plus la lumière aux personnes qui ont mis ça en place. Et moi, je voyais ça même avec le karité, même avec certaines huiles, même si maintenant, justement, dans le domaine de la santé notamment et de la science, ils ont créé des lois pour protéger les savoirs ancestraux parce qu'ils ont tellement bien pillé que maintenant, ils disent, bon, on va faire une loi. Si on Oui, découvre quelque chose chez vous, peut-être on dira que c'est quand même chez vous. exactement. Mais bon, ça, c'est pas complètement gagné. Moi, c'est vrai que je pense que le chemin dans lequel je baigne actuellement et en moi depuis si longtemps, tu vois, j'ai toujours rêvé de faire des potions, toujours attirée par la santé, les plantes, et j'ai commencé mes études en faisant pharmacie. Et je me Ah, rappelle qu'à la deuxième année, ça m'avait fait tilt parce que en fait, je suis née en Guinée, j'ai grandi en Europe, donc il y a une phase de ma vie où je rejetais un peu qui j'étais et tout ce qu'on m'avait transmis. Tu vois, nous, par exemple, on avait une tradition quand on était petit.
on buvait toujours quelque chose d'amer avant la saison des pluies. En fait, c'était pour le palu. Et moi, c'est en faisant pharmacie que j'ai compris que cette plante-là, elle était là pour le Ah, palu. C'est tout. Non, mais... Et c'est en fait, incroyable. c'est en faisant des études scientifiques et en voyant qu'à chaque fois, la science corroborait des savoirs ancestraux, mais là-bas, on va te dire, non, tu bois, c'est tout. Tu vois, on va pas te dire, tu bois ça, c'est Pourquoi? pour ça, etc. Pourquoi tu poses des questions même? J'ai toujours eu ce côté rebelle où j'ai besoin de décider par moi-même. Donc, si je comprends pas, je peux dire non d'abord. Et après, quand je comprends, et en fait, la force de chercher, c'est que maintenant, je respecte tellement les traditions que c'est moi, Ousmane, des fois, qui va te dire, non, mais écoute, ça fait des millénaires qu'on nous a dit, par exemple, tu vois, là, des fois, je suis dans des salons, quand j'arrive le matin, je ne vais pas commencer à donner de l'argent à quelqu'un, même si je prends un taxi, hein, des fois, je peux Oui. tomber sur un Uber, un gars que je connais. Je vais lui dire, écoute, moi, dans ma tradition, là, ce matin, là, je ne vais pas te payer. Tu sais, quand est-ce que je vais te payer? Je vais te payer après mon salon, parce que je ne peux pas commencer. Et ce qui est bien, tu sais, dans tout ce que je fais, souvent, je rencontre des gens aussi farfelus que moi. Et là, le dernier encore que j'ai rencontré, il m'a dit, oui, mais pas de souci. En plus, ce jour-là, j'avais même pas de manteau. Et Ah d'ailleurs, je ouais. lui filerai le podcast juste pour lui dire merci pour son humanité, générosité. Il m'avait filé un manteau, j'ai toujours pas payé. Là, je l'attends dans la semaine. Des fois, quand tu vibres une certaine énergie et que tu te permets certaines choses, tu rencontres que des gens dans ce mood-là et tu te dis juste, mais la vie, elle est incroyable. Tu as que des rendez-vous, en fait. Il y a pas de hasard, il y a que des rendez-vous. C'est génial, c'est génial. Et justement, tu nous as déjà parlé un peu des valeurs que tu portes à travers ta marque. Il y a de la sororité, il y a du partage, aussi. Que tu penses, que ton action à travers cette marque, la fabrication du beurre de karité, est-ce que tu penses qu'il y a aussi de la réparation vis-à-vis de ce que l'Occident a peut-être, là où l'Occident s'est servi aussi sans nous demander l'autorisation, j'ai envie de dire? Ouais, complètement. Alors, franchement, pour être tout à fait modeste, je dirais que si on était peut-être une centaine à faire ça, au moins en Guinée, je pourrais dire oui, la réparation commence à se faire parce que on commence au moins à voir l'importance de ce que nous, on produit. Mais pour l'instant, j'arrive pas, j'arri- j'arriverai pas à utiliser ce terme-là pour l'instant. Après, c'est l'objectif à long D'accord. terme, tu vois, et j'espère que avant la fin de ma vie, en tout cas, je pourrais me dire à Dikemin a contribué à cette réparation, tu vois, en ouvrant la parole. Et d'ailleurs, je te remercie pour ce podcast parce que je pense que souvent, on a des fois pas assez de visibilité ou on communique pas assez sur ce qu'on trouve, qu'on découvre, ce qu'on vit pour que ça résonne assez pour que ça fasse un égrégore, tu vois. C'est Et je vrai. pense que des personnes comme toi agissent dans ce sens-là et merci pour ça. Ah, merci à Mais, toi. mais oui, mais la réparation, c'est vraiment, j'espère qu'on pourra y contribuer et c'est sûr. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Tu vois, tout simplement, moi, quand j'ai démarré le projet, du coup, j'ai fait des rencontres, comme tu dis, des quand même encore actuellement, d'ONG, donc dites à but non lucratif, qui arrivent dans des villages, parce que moi, il faut savoir que le village dans lequel j'ai commencé à faire du beurre de karité, c'est pas mon village d'origine. Donc en Guinée, il y a plusieurs régions. Je suis allée dans un village où je parle pas la langue avec les femmes, mais on est connectés. Il y en a certaines qui parlent Peul quand même, donc elles traduisent, on rigole tout le temps. Donc tu vois, c'est des énergies, ça Ouais. circule. Et l'idée, c'est que j'ai assez de points de production en Guinée, et notamment dans mes villages, dans les villages d'où je proviens. Et quand j'ai voulu aller prospecter là-bas, j'ai rencontré des personnes qui travaillent pour des ONG où ils Waouh! arrivent, ils font continuer à proposer 2 € le kilo. Tu te rends compte? Ouais, c'est de l'exploitation. Ah non, mais franchement, quand j'ai découvert ça, j'étais tellement enragée. Et le pire, c'est que je me suis dit, parce que moi, sur mon projet, j'aurais pu choisir une structure à but non lucratif, etc. Peut-être que ça va finir par, en tout cas, j'aurai d'autres filiales où ça sera Mmh. peut-être ça, mais je ne sais pas pour l'instant. Mais tout de suite, j'ai voulu euh, être indépendante, ne pas dépendre d'aucun bailleur parce qu'ils ont toujours leur façon de mettre les choses en lumière à leur Mmh. façon. Et moi qui venais d'Europe, voilà, je voulais plus être dans cette sauce-là. Et du coup, j'ai préféré qu'on fasse voilà, une structure privée où on génère nous-mêmes nos revenus pour rester indépendant. Mais tu vois, Mmh. quand je vois
cette ONG-là, l'ampleur qu'elle a, le nombre de personnes qu'elle touche. Et puis ces personnes-là, comme certains le disent, hein, tu sais, toi, si tu vas là-bas, tu es noir comme eux, ils ne te verront pas de la même manière. Ouais. Malheureusement, il y a encore ça là-bas. C'est pas tout le monde, tu vois, les jeunes que j'ai rencontrés qui travaillaient dedans, j'arrivais à discuter avec eux, eux aussi, ils trouvaient que c'est une aberration. Mais Mm. eux, déjà, ils sont pas au même stade que ces femmes-là. Ils voient juste peut-être qu'avec les machines, elles ont un peu moins de travail pénible. Puis voilà, il y a d'autres personnes qui s'intéressent à ce qu'elles font, alors que leurs voisins d'habitude ne s'intéressent pas, tu vois. Mais il y a encore pas mal d'actions franchement, à mener pour qu'il y ait une réelle réparation. Malheureusement, le pillage, il continue, hein. Il Ah ouais, continue à grande échelle, mais sous toutes les formes. sous toutes les C'est pas formes. toujours les structures privées qu'on incrimine. Les ONG, il faut regarder dedans, hein. Ouais, donc c'est important pour toi de. Moi, je trouve que l'aspect économique aussi, partir sur quelque chose d'économique, bah, c'est déjà plus motivant. Et chacun a son rôle, chacun est à sa place. Et ça permet aussi de prendre la responsabilité de son engagement. Complètement. Ouais. Donc ça, je trouve ça aussi intéressant dans les relations Mhm. commerciales que Mhm. chacun apprend hein, d'un Mhm. côté comme de l'autre, je suppose. D'accord, Complètement. parfait. Et justement, tu nous as parlé des ONG, du miroir aux alouettes un petit peu qui vendent autour de la production de karité. Quels sont les défis que tu rencontres en tant qu'entrepreneur dans ce Mhm. secteur-là? Surtout, Mhm. comment tu arrives à les surmonter? Euh, Alors, franchement, pour être honnête, le plus grand défi que je rencontre pour l'instant, c'est que je réalise que même moi, bon, j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui m'envoyait toujours du karité vraiment pur. Voilà, au bout de, tu vois, là, j'ai encore certains karités parce que du coup, maintenant, je les utilise avec parcimonie. Ah Ils sont ouais, toujours là, ils n'ont pas bougé, même odeur, même saveur, rien n'a changé. 5 ans après son décès, t'imagines? c'est Et fou. en fait, cette qualité-là, c'est vrai que j'ai eu la chance qu'on m'ait transmis, comment dire, la reconnaissance de la qualité, par exemple, du beurre de karité. Et du coup, je réalise que très peu de gens peuvent reconnaître un karité, par exemple, fait parfaitement main, que tu peux Oui, inhaler, enfin, que tu peux ingérer de manière inoffensive. Très peu de personnes le savent. c'est Maintenant, vrai. tout le monde pense que le karité, le bon, quand même, les gens font la différence entre celui qui est vraiment transformé, industriel, blanc, délavé, sans odeur, etc. Et celui qui sent super mauvais est devenu la référence du karité, alors que celui-là non plus, il n'est pas bon. Celui qui Ah, sent super mauvais, en fait, il faut savoir que dans le process de fabrication du karité, effectivement, il y a une partie où il est lactofermenté, il est fermenté. Donc, ah. il y a une légère odeur, mais cette odeur-là va plutôt s'apparenter à une odeur de noix, comme toutes les huiles naturelles. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ça Ouais. va pas être une forte odeur où tu la sens à des kilomètres, Ah mais ça, ouais. évidemment, c'est les mauvaises bactéries qui font ça. Et quand elles sont injectées au moment de la fermentation, bah, du coup, elles prolifèrent comme les Ah oui. bonnes. Et donc, ça fait une odeur nauséabonde, horrible, qui est là pour signaler les humains que c'est pas bon. Mais nous, c'est devenu notre référence. Ils ne sont pas comme ça. Donc, moi, je fais beaucoup d'éducation dans mes stands, mes salons, pour expliquer aux gens, leur découvrir le bon karité, celui qu'on peut manger, celui qu'on donne à nos enfants dès la naissance pour apaiser les coliques, aider à la selle, etc. Je fais beaucoup d'éducation pour que, en fait, les personnes se réapproprient ce qu'elles consomment. Parce que moi, c'est vraiment ça mon cheval de bataille. Tu verras, même Mhm. dans mes produits, j'essaie de mettre le moins d'allégations sur mes étiquettes. Parce que moi, par exemple, je viens de la cité hospitalière. Oui. Voilà, pour faire une bonne note. Donc, un A, c'est la meilleure note en France pour noter un hôpital ou une structure. En fait, tu prépares ton évaluation. Tu la prépares de bonne manière en montrant les bonnes preuves. Et en fait, on va toujours te mettre la note qui correspond à ce que tu as présenté. Et c'est Oui. pareil dans le système agroalimentaire. Ils viennent 1 ou 2 journées en visite, tu présentes ce que tu veux. Mhm. Et là, C'est c'est vrai. plus tellement un secret que les labels, c'est pas gage de qualité à 100%. On vient te contrôler à un instant T, tu mets ce que tu veux derrière. C'est On va vrai. pas se mentir, quand ils font des contrôles après, derrière, il y a toujours des scandales. Donc, en fait, moi, je m'attache en tout cas, vulgariser le fait que l'humain peut reprendre sa responsabilité. L'humain peut se réapproprier ses connaissances pour que quand tu vois un produit de qualité, tu puisses le reconnaître toi-même et Oui. que tu n'attendes pas de regarder sur l'étiquette, il y a écrit quoi. Encore, même si on a mis n'importe quoi dedans, toi, tu te fies qu'à l'étiquette. Non,
C'est important ce que tu dis parce que ça nous permet de recommencer à consommer en conscience des produits qui sont chargés d'ions positifs dans le sens où, ben, comme tout Exactement, est exactement. industrialisé, tu sais même plus ce qui est bon. Et tu sais, C'est ça me ça. fait penser aussi à l'instinct qu'ont les animaux quand ils se dirigent. Tu vois, moi, j'ai un chien, un bulldog Mhm, français, mais bon, il est en mhm, Guadeloupe. mhm, On avait un manguier, quand il allait manger les mangues, il mangeait que les mangues qui n'étaient pas piquées mhm, par les oiseaux ou par les guimauves. mhm, Mais c'est son in mhm, ça m'épatait toujours. Je me dis: «Mais le chien, il a mhm. un instinct Comment il fait? incroyable» et nous, à force d'aller acheter à manger dans les supermarchés, C'est de faire une ça, confiance aveugle à l'industrie, on a ça, perdu ça. complètement, complètement. Et ça, vraiment, faut qu'on le retrouve, en fait. Tu peux pas transmettre à ton enfant. Alors, le label, en plus, ça change tout le temps. Tu sais, quand j'ai fait mon master, mon exemple, à l'époque, j'avais fait les recherches et j'avais déjà vu le projet pour le score qu'il y a sur les aliments qui est sorti 7 ans après. Tu vois. Et tu vois, c'est des batailles, des fois de 10 ans au niveau du Parlement, et pour faire passer une loi qui Ouais. va souvent être hein, exploitée par les industriels et mise C'est magnifique ce que tu dis dans le sens où, bah, Guy Quémin, c'est faire confiance au-delà à travers le karité. Toi, dans Mm, ta phase éducationnelle et pédagogique, tu pousses aussi l'utilisateur à se faire confiance, à faire mm, confiance à ses sens. complètement. Mmh. Parce que pour moi, en fait, avant de faire confiance, tu vois, moi, par exemple, je suis arrivée en France, j'avais 8 ans par là. Je suis arrivée sans mes parents, mais en fait, j'ai rencontré tellement de personnes qui ont joué ce rôle-là que je peux dire merci à mes parents quand même, parce que je pense que ma mère, elle m'a donné tellement d'amour que je vibrais l'amour, alors j'allais que vers des personnes qui pouvaient me donner cet amour-là. Donc, en fait, ce qui a fait que euh, en se faisant confiance, parce que c'est vrai que moi, souvent, les gens, ce qu'ils vont dire de moi, mais toi, tu es inconsciente, pourquoi tu fais ça? Tu fais confiance à cette personne, tu la connais même pas, mais pourquoi tu vas là? Pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu vas en Guyane? Mais tu vas mourir. Enfin, tout ce Ah que ouais. je peux faire, en fait, souvent, les gens, ils vont se dire, mais est-ce que ça va chez elle? Mais en même temps, la vie m'a toujours prouvé que je peux me faire confiance parce que mes choix ont toujours renforcé positivement ma façon de choisir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je Et vois. en fait, la première phase peut-être peut être très difficile pour quelqu'un qui a jamais écouté ce qu'elle ressentait vraiment envers les autres et quelqu'un qui se méfie. Mais je pense que si on casse cette peur-là et qu'on commence, en fait, la vie va tellement nous reconforter dans le fait d'avoir fait confiance qu'on pourra réitérer l'opération. Et je pense que pour ce qu'on achète, c'est pareil. Je Oui. pense qu'il y a toujours une partie de nous qui sait très bien, même notre ventre, si on l'écoute, quand on mange, même quand c'est bon dans la bouche, derrière, quand on a froid, on n'a plus d'énergie, on est énervé, c'est que l'aliment qu'on vient de manger n'était pas bon pour nous. C'est sûr. Donc, c'est Mm. aussi un réalignement vibratoire, j'ai envie de dire, ce Mm. que tu arrives à mettre en place au quotidien à travers Geek et Main, du coup. En tout cas, c'est l'idée. C'est ce que j'essaie de transmettre quand je rencontre les gens à travers mes expériences, à travers ma personnalité, je pense. C'est vraiment qu'on peut faire confiance aux autres, on peut faire confiance aux choses, mais par contre, il faut apprendre à se diriger vers les objets produits de confiance. Ça, effectivement, par contre, si on n'a jamais eu la chance de l'apprendre par ses parents, ses grands-parents, il faut se mouiller. Il faut se mouiller, il faut essayer, tu vois, là, sur un des derniers salons, parce que là, le week-end dernier, j'étais que dedans, donc là, j'ai que des exemples par rapport à ça. Il Ouais. y a un monsieur, il arrive en entier, tu vois, il Mhm. arrive et tout, et je lui explique parce que moi, en fait, il faut savoir que tous les produits que je propose, ça va être la dimension thérapeutique qui m'intéresse dedans. Donc, c'est pour ça que je ne fais pas de cosmétiques. Je fais plutôt des produits, des huiles et des beurres végétaux Plutôt. faits de manière traditionnelle. Allô, tu m'entends? Ouais, ouais, je suis là, je t'écoute. Et du coup, qui vont avoir un côté thérapeutique. Donc là, je lui ai expliqué que, par exemple, quand on est enrhumé, en fait, le beurre de karité, nous, on s'en sert pour se soigner. On met un peu dans le nez et on continue à se masser jusque derrière les tempes. On Ouais. allonge dans le cou et tout. Et je lui monte sur moi et je lui dis, allez, mettez. Et je lui prends une grosse quantité. Il dit, ah non, mais pas tout ça quand même. Et du coup, il prend une petite noix. Et effectivement, il fait le geste que je lui ai montré, mais avec une petite quantité. Il Mhm. revient 2 minutes plus tard, il me dit, non, mais attendez, votre truc, il marche. Je Ah dis, ouais. mais oui, je ne vous raconte pas que des blagues, en fait. Je ne suis pas là que pour vendre. Et
Et je Et savais du pas coup, qu'on il pouvait était faire ça avec vraiment le laid beurre. parce que, ah oui, oui, le beurre de karité, en fait, c'est vraiment un produit de soin. C'est vraiment, on soigne les enfants avec le rhume, la constipation, les courbatures. Nous, on se soigne d'abord. Après, comment dire, on va dire l'Occident l'a plus vulgarisé en mode cosmétique parce qu'effectivement, c'est un des rares beurres qui va pénétrer jusqu'au derme et qui va agir sur le collagène et vraiment agir en interne. C'est pour ça qu'on voit une différence par rapport aux autres beurres qui vont rester en surface. Mais Ok. avant d'être un soin esthétique, c'est d'abord un soin thérapeutique. Et c'est comme l'huile de carapa que je propose aussi dans mes produits, qui est originaire d'Égypte antique, dont le savoir on va dire, avec les Africains jusqu'en Guyane, ils en font encore de la même manière qu'en En Afrique. Guadeloupe aussi, on en fait enfin, encore en Guadeloupe et en Martinique. Enfin, moi, j'ai eu le temps de voir des, D'accord? des grandes tantes ou des tantes faire de l'huile de carapate à Marie-Galante. Si tu parles de l'huile de carapate, là, je te parle de l'huile de carapa. Et Ah, en tu vois, chacun ouais, va avoir un nom dans sa langue, sa façon de ouais. faire. Quand je suis arrivée en Guinée, je cherchais le ilang ilang. J'ai mis 2 ans à trouver des arbres et en fait, il y avait un pépiniériste qui a des arbres de 4 ans dans sa pépinière parce que personne ne cherchait ça. Donc moi, quand j'arrive, je dis ilang ilang, tout le monde me regarde. Après, je dis, mais un parfum là qui sent très fort le soir. Je décris, je montre des photos. Il n'y a pas ce que je n'ai pas fait ça m'a pris 2 ans avant de trouver l'arbre Hein. parce qu'en fait, on l'appelle pas comme ça là-bas. Ouais, c'est vrai. Donc, ouais, une image vaut mieux que 1000 mots. C'est ça, exactement. D'accord, bon, c'est bien, puisque tu vois, comme tu dis, le voyage avec, avec les personnes qui Mm. ont ce savoir-faire, et c'est important ce que tu dis, c'est vrai que l'Afrique, comme les Antilles, on a une culture de l'oral. Projet aussi, enfin, ta marque en tout cas permet euh, d'ancrer aussi ce savoir-faire-là Mm. et permettre de le transmettre aux générations futures. Alors, du coup, Mm. Haussmann, tu seras présente à la boutique culturelle Mhm. entre le 20 et le Du 22 vin au 22. Mhm. décembre à Paris, aux 3 rues du Pas Exactement. de la Mule. Donc la boutique Exactement. culturelle, c'est tous les mois, hein, c'est un événement qui est Mm. réitéré. Alors, j'ai envie de vous dire, venez, on vous attend du 20 au 22. Et puis, vous ne serez pas déçus parce qu'en fait, sur un podcast, on ne peut pas tout vous faire découvrir ni vous faire sentir ce qu'on propose. Mais je pense que la qualité parle d'elle-même et pour ça, il faut oser la découvrir. Alors, on vous attend à la boutique culturelle. Tu peux nous redonner l'adresse, s'il te plaît, Karine? Oui, la boutique culturelle, donc ce sera du 20 au 22 décembre, aux 3 rues du Pas de la Mule, dans le 4e arrondissement de Paris. Super. Voilà. Donc voilà, ça sera l'occasion de découvrir effectivement les produits de Dick et Main avec le beurre de karité. J'ai concocté un beurre de karité qui a toutes les propriétés thérapeutiques avec une odeur de jasmin. Celui-là, il fait fureur. Donc Waouh. n'hésitez pas. Et puis, au-delà de Dick et Main, la boutique culturelle s'attache à pas vendre uniquement pour la vente, mais à vous proposer des créatrices, artisanes, comme tu dis, qui font des choses avec le cœur. Les produits que vous allez trouver à la boutique culturelle auront une vibration que vous n'allez pas oublier. Donc, franchement, si vous n'avez pas encore les cadeaux de Noël, on vous attend, venez, et puis venez découvrir. Il faut pas forcément voilà, se dire j'ai rien à acheter donc je viens pas. Moi, j'adore partager les produits que je propose juste en termes d'échange. Voilà, c'est l'idée aussi de découvrir, de commencer à s'approprier les savoir-faire de ces femmes-là qui souvent, voilà, on travaille ensemble, mais elles ont beaucoup de choses à offrir, à donner. Et moi, c'est cette générosité-là aussi que Oui. j'essaie de rendre dans le Dikemin parce qu'il faut savoir, par exemple, dans tous mes pots, il y a un minimum. Par exemple, quand je mets 250 grammes, c'est Ouais. 250 grammes, mais je le fais délibérément. On augmente un petit peu dans certains pots, Ah, c'est juste bien. pour recréer ce côté. Tu vas au marché, en fait, avec la femme, ça s'est tellement bien passé. Elle t'augmente un peu plus que l'autre client parce que il y a cette énergie-là. Et en fait, moi, je pense que la vie, il n'y a rien de linéaire ou vraiment rien de calibré comme dans l'industrie. Et il y a ta vibration, il y a ta chance, il y a Ouais. énormément de choses aléatoires. Et moi, j'essaie de véhiculer ça dans la marque également.
Ouais, bah, tu le véhicules très, très bien. Moi, j'ai envie de plonger dans un bain, de beurre de karité maintenant. Donc, tu prêchais déjà une convaincue, mais tu vois, maintenant, le beurre de karité, je le vois autrement et pourtant, j'adore le beurre de karité et là, je le vois autrement, tu vois? En l'espace d'un Ouais, épisode, j'ai appris beaucoup de choses. waouh, Comme tu disais, super. les personnes qui pensent, dire ne pas forcément acheter à la boutique culturelle et parce que vous allez apprendre aussi beaucoup, beaucoup de choses. Exact. Bah, c'était un super épisode. Alors si tu avais, alors si tu as 3 mots, pour résumer, bah, ton expérience, d'entrepreneur à impact positif, comme ça Mmh. qu'on dit maintenant, quels seraient ces 3 mots? Alors, je dirais transmission, générosité et spontanéité. Waouh et je me permets de rajouter quelque chose, même dans transmission, trans-mission, j'ai l'impression. Ah, bien vu, bien vu. Voilà, donc retenez tout ça. Bah, écoute, merci beaucoup à toi Ousmane de nous Ah, avoir merci accordé à ton toi, temps. Karine. Voilà, Merci c'était à toi. génial. Là, aujourd'hui, je sais que voilà, chez Geek vous procurez vos beurres de karité, bah, pour tout simplement briller, hein. C'est si je dois conclure, ce sera comme ça. Voilà, merci à toi Ousmane. Où est-ce qu'on peut retrouver ta marque? Aussi sur les réseaux, sur internet? Alors, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook. N'hésitez pas à envoyer un message, voilà, pour commander. Et au-delà de ça, il y a le WhatsApp, c'est l'indicatif +224 de la Guinée, OK. 611 60 59 41. Donc voilà, vous pouvez nous contacter, on fera un plaisir de vous livrer en France. On est en train de voir pour la livraison en Europe et puis le site internet arrive en 2025. Super, super, bah, on a hâte. J'espère que vous avez bien noté le numéro de téléphone. De toute façon, je le remettrai dans la description de l'épisode. Voilà. Super. Merci à toi Ousmane Ah, merci infiniment, Karine. et puis tu reviens nous voir, quand tu veux sur Système, hein. Avec grand plaisir, écoute, hein. Nous Quand il faire y a des de l'amour, on est là-bas. exactement, tu nous feras des updates sur l'évolution de ta marque. Carrément. Bah, je te remercie et à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode dédié à Ousmane et à sa marque Geekema, exemple inspirant d'entrepreneuriat au service de la communauté et des liens culturels. Alors si vous êtes à Paris, entre le 20 et le 22 décembre 2024, ne manquez pas la boutique culturelle aux 3 rues du Pas de la Mule, dans le 4e arrondissement. C'est l'occasion parfaite pour découvrir et acheter les produits Geekema, faits avec amour et solidarité. Et surtout, rejoignez-nous le 22 décembre à 17h pour une causerie inspirante avec Bako et Douceline Seymour qui partageront leur expérience autour du mouvement Back to Africa. Pour participer à la causerie, il est impératif de vous inscrire sur le site www.artalentour.com dans la rubrique Contact. Vous souhaitez aller plus loin et soutenir des artisans engagés comme Ousmane? Alors écrivez-nous à systempodcast@gmail.com. Nous serons ravis de mettre en lumière d'autres initiatives positives grâce à votre contribution. Et enfin, pour ne rien manquer de nos prochains épisodes et découvrir encore plus de contenu inspirant, suivez-nous sur TikTok et Instagram sur Système Podcast. Rejoignez la communauté et aidez-nous à faire briller les talents d'ici et d'ailleurs. À très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous. Si vous êtes encore ici, c'est que vous vous êtes imprégné de toutes les paroles diffusées au cours de cet épisode. Et je vous en remercie vivement. Si vous aussi, vous voulez œuvrer vers un autre monde, alors merci de partager cet épisode à qui voudra l'entendre. Soyons tous des colibris qui répandent les prémices d'un nouveau système. Rendez-vous pour le prochain épisode sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts. À bientôt.